Continuons sur la vie de groupe avec une compétence qui va être vraiment fondamentale pour toi en tant que manager, la gestion de conflits. Quand on est salarié dans une entreprise, on est exposé aux conflits, que ce soit avec nos collègues, que ce soit avec notre hiérarchie. Mais lorsqu'on devient manager, cette capacité de conflit, elle est multipliée par 2. Parce qu'on a fondamentalement les mêmes que les salariés, mais en plus on peut avoir les conflits dans son équipe à gérer. Or, nous détestons les conflits parce que ça nous fait peur et que c'est désagréable. Ça nous fait peur pour la violence qu'il peut y avoir dans le conflit qu'on est en train d'observer ou qu'on est en train de vivre. On a peur aussi d'être happé par le tourbillon et de se prendre un taquet au passage. Et on a peur aussi de mal faire. En voulant agir, on a peur quelque part d'envenimer la situation. Et donc, notre réflexe naturel, ça va être la fuite. Ce que je vais te proposer, ça va être de changer ton regard sur les conflits. Les conflits, ce sont une chance. Une chance d'éviter justement une explosion de violence bien plus importante, une chance pour résoudre des problèmes, et finalement les conflits ce sont des indicateurs, des alarmes pour éviter des explosions à venir. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fuit ? En fait, on achète la tranquillité à court terme. On fait comme si on ne voulait pas voir, mais c'est comme si on laissait une cocotte minute sur le feu, ça va continuer à monter en pression gentiment, et à un moment, ça va nous péter à la gueule. Et il y a une phrase sur laquelle je suis tombé, que j'ai trouvé intéressante de partager à ce moment-là, c'est que vivre, c'est déranger le monde. Quoi qu'on fasse, on sera toujours en conflit avec d'autres personnes parce qu'on n'aura pas forcément des intérêts partagés. Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand je te montre ces images ? Il y a de grandes chances pour que ce mot ce soit violence, mais pour autant, est-ce bien le mot le plus adapté à la situation ? Pour ça, je vais te proposer plusieurs définitions pour que tu perçoives bien la différence. Un conflit, ça va être une divergence, un désaccord, et qui va nécessiter derrière un ajustement. La brutalité, c'est quelque chose qui tient de la brute, de l'animal, comme s'il y avait quelque chose de pas réfléchi. Et fondamentalement, lorsqu'on va voir par exemple un film que l'on qualifie de violent, souvent c'est plus un film brutal dont on est en train de parler en vrai. L'agressivité ensuite, c'est une force qui est au service de la survie et qui ne vise pas la destruction de l'autre. L'agression, ça va être un passage à l'acte qui va pouvoir être physique, verbal, psychologique, mais qui ne vise toujours pas la destruction de l'autre. Alors que la violence, ça va être une force au service de la destruction de l'autre. L'idée, ça va être d'assouvir un désir par la force en contraignant l'autre. Donc, il va y avoir une forme d'abus. Et quelque part, lorsqu'il y a violence, c'est quand l'autre disparaît complètement de l'équation. Comme s'il devenait un objet qui ne ressentait pas la douleur, ni les sentiments, ni quoi que ce soit. Lorsqu'on reprend les images du combat de boxe, on est plus dans quelque chose qui relève fondamentalement de la brutalité. Pour continuer sur ce domaine, je voudrais maintenant te parler de quelque chose qui s'appelle l'échelle de l'agressivité. Cette échelle de l'agressivité, elle va représenter sous forme de 6 barreaux la ventilation de l'agressivité qui va être soit très désinhibée, soit inhibée. On va commencer par l'agressivité plus. Donc dans l'agressivité plus, on va être dans une manifestation qui va être OK de l'agressivité. Ce sont des personnes qui vont être capables d'imposer par cette force d'agressivité justement des frontières, des limites, et qui leur permettent comme ça d'endosser souvent des rôles de leader qui vont être moteurs et respectés. Si on monte d'un cran, on va être dans l'agression plus. Donc l'agression plus, c'est déjà qu'il y a des manifestations d'actes qui vont poser problème. Et là, on va être dans des leaders qui vont être plutôt craints. Et si on monte encore d'un cran, on va tomber dans la violence plus. Et là, on arrive dans des actes qui vont être inacceptables. On va tomber dans des choses comme la domination ou des oppressions. Et là, on est face à des tyrans. Et si on descend cette échelle de l'agressivité, on va avoir le premier barreau qui va être l'agressivité moins. Ce sont des personnes qui vont s'adapter volontairement à l'agressivité qui sont en face, mais qui seront capables, quand même, lorsqu'on vient un peu trop marcher sur leur plate-bande, de faire preuve aussi d'agressivité pour poser leurs limites. Ce sont des leaders souvent qui vont être porteurs et qui vont être en capacité quand même de se défendre quand il faut se défendre. Si on descend encore d'un cran, on va être dans l'agression moins. Là, on va rentrer déjà dans une suradaptation qui va commencer à poser problème. Et là, on va être avec des leaders sacrificiels, des personnes qui vont se sacrifier quelque part pour la bonne cause et ils vont se faire du mal à eux-mêmes finalement. Et le dernier barreau, ça va être la violence moins, où là, on va être face à des leaders paillassons qui vont se faire marcher dessus et qui vont souffrir énormément. Et par rapport à cette notion d'agressivité, il va être important d'avoir une boussole, c'est-à-dire que tout ce qui va concerner les notions d'agressivité plus et de violence plus, on va être dans des personnes qui vont être dans de la toute-puissance.
Lorsqu'on va être dans des personnes, au contraire, qui sont dans l'agressivité moins ou la violence moins, on va être des personnes qui vont être dans l'impuissance. Et c'est au milieu que va se trouver la zone de saine agressivité. Et lorsqu'il y a des conflits, on peut être dans cette saine agressivité, on peut aussi basculer des fois dans l'agression plus, et il va être fondamental d'apporter des réponses pour éviter de basculer dans la violence plus. Qu'est-ce qui se passe si tu continues à fuir les conflits qui sont en face de toi? Eh bien, il va y avoir une première phase d'accumulation, où les gens ils vont venir comme ça accumuler à l'intérieur d'eux leur frustration et leur ressentiment. La deuxième phase, ça va être une phase d'indifférence entre les personnes. Dans cette phase, les gens ils vont être encore en capacité de contrôler leurs émotions, de contrôler les tensions, mais ça va commencer à monter gentiment. L'étape suivante, ça va être celle de l'évitement. Dans cette phase, les personnes qui sont comme ça en conflit et pour lesquelles il n'y a pas de gestion qui est apportée, ils vont justement s'éviter pour éviter que ça parte en cacahuète. Et puis si ça continue à monter, on va passer dans un phénomène de guerre froide, où là chacun va essayer de se trouver des alliés et de se créer des camps pour faire pression sur l'autre. Jusqu'au moment où on va tomber dans la guerre ouverte, et là le but ça va être vraiment la destruction de l'autre, et là on va rentrer dans de la violence. J'espère que tu comprends bien que la fuite ne peut pas être une solution lorsqu'il y a des conflits. Je voudrais te présenter maintenant le cycle de la violence pour que tu comprennes bien les mécanismes qui sont derrière. Le cycle de la violence, ça va se passer en 4 étapes, avec une première étape qui va être la montée de la tension. Pendant cette phase de la montée de la tension, l'auteur qui va faire preuve de violence, donc qui quelque part qui veut détruire sa cible, il va créer un climat de tension, avec des regards pesants par exemple, des petits mots qui vont être donnés à droite à gauche, ce genre de choses. Des reproches, des piques, voire même du mutisme. Tu vois, ça peut prendre plein de formes différentes. Et pendant cette phase, la victime, elle va chercher à apaiser, elle va essayer d'arrondir les angles, mais fondamentalement, ça va pas marcher. Et là, va y avoir cet effet cocotte-minute qui va monter et on va passer à un moment à l'acte de violence en tant que tel. L'auteur va donc faire preuve de violence avec cette volonté de détruire l'autre. La victime, elle va juste souffrir, elle va avoir peur, elle va s'en sentir honteuse, ça va juste être une expérience horrible pour elle. Une fois l'explosion de violence réalisée, va y avoir une phase de justification. Dans cette phase de justification, l'auteur il va être en mode déresponsabilisation. Il ne va pas assumer réellement ses actes. Il va chercher à inverser la culpabilité en faisant croire que c'est la faute de la victime. Et là, tu peux faire un lien avec le triangle dramatique que je t'ai présenté dans une vidéo précédente. Ou il peut utiliser encore le gaslighting, l'idée ça va être de faire passer l'autre pour un fou. La victime, elle va se sentir en doute, elle va se croire coupable alors que fondamentalement c'est elle la victime, et elle va perdre confiance en elle et elle va être confuse. Et après va arriver la 4e phase, ça va être la phase de réconciliation. Et dans cette phase de réconciliation, il y a 2 scénarios possibles. Il y a un premier scénario qui va être le chevalier blanc, et le deuxième qui va être le gougnafier. Dans le chevalier blanc, l'auteur il va chercher à faire des cadeaux, il va promettre de ne plus recommencer, il va regretter, il va y avoir toutes ces mécaniques-là qui vont se mettre en place. La victime, elle va vivre à ce moment-là de l'apaisement et de l'espoir. Le gougnafier, lui, il va être en mode chantage, en mode culpabilisation, il va vraiment enfoncer la victime le plus possible. Et la victime, elle va sentir de la culpabilité plus, et elle va se sentir dans ce devoir de sauver l'auteur, de sauver un petit peu cet agresseur pour l'aider à sortir de ce qu'il est en train de vivre. Et ce cycle, il va perdurer parce qu'on va être dans une situation souvent de déni, où les personnes ne vont pas réaliser qu'elles sont prises dans ce cycle de la violence. Je tenais à te montrer ce cycle de la violence pour que tu puisses l'identifier pour toi-même, mais aussi pour les membres de ton équipe. Ça pourrait être très utile. Toujours dans l'idée de mieux comprendre ce qu'est la violence, je voudrais te parler maintenant de la stratégie de l'agresseur. La stratégie de l'agresseur, ça commence par souvent isoler sa victime. Ça peut être physiquement, ça peut être socialement, et parfois ça passe même par une période de réconciliation, justement avant d'enfoncer un peu plus la personne, de l'isoler un peu plus. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent arriver au sein de ton équipe, donc je t'invite vraiment à être vigilant. La deuxième phase, ça va être la phase de dévalorisation. Dans cette phase, tu vas avoir des moqueries, des humiliations, des insultes, des reproches. Bref, tu vas sentir qu'il y a quand même quelque chose de assez néfaste qui se met en place. Le step d'après, c'est de terroriser. Et là, on va rentrer dans de la menace, on va rentrer dans de la violence, dans des menaces de représailles, et avec des agresseurs qui vont souffler le chaud et le froid, de faire croire que ça va, puis finalement ça va pas, et inversement. Il va y avoir après cette phase d'inversion de la culpabilité dont je te parlais dans le cycle de la violence, où l'idée pour l'agresseur, ça va être de se faire passer pour la victime.
Si je grossis le trait, c'est « mais c'est à cause de ton comportement, c'est parce que tu m'énerves que je suis violent avec toi ». Les phénomènes de gaslighting, donc je t'en ai parlé brièvement, l'idée du gaslighting, c'est de faire passer l'autre pour un fou ou une folle. Ça va passer par des petits trucs du genre « mais non, je t'ai jamais dit ça », qui font que la personne, elle va petit à petit douter d'elle-même, et du coup, elle va penser finalement, quelque part, qu'elle est en train d'affabuler, et elle va vivre justement cette inversion de la culpabilité. Dans cette phase d'inversion, il peut aussi y avoir des phases de mutisme, où la personne, elle va être traitée par silence, il va y avoir une forme d'ignorance de la victime, et également cette phase de manipulation des faits. Et une fois que tout ça est réalisé, va y avoir une phase de verrouillage, où l'idée pour l'agresseur, ça va être d'assurer son impunité, de renforcer sa domination, et également de jouir de sa toute-puissance sur sa victime. Idem, c'est quelque chose que je voulais te montrer parce que tu pourras peut-être le vivre malheureusement pour toi ou pour des membres de ton équipe, donc ça te permettra d'être vigilant. La violence, elle peut prendre différentes formes. Là, je vais t'en présenter 9 que l'on peut retrouver dans le monde de l'entreprise. Tu peux avoir des violences physiques, malheureusement ça peut exister. Des bousculades, des petites gifles, tu vois, ce genre de choses. Ça existe, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Tu peux aussi avoir des violences psychologiques, des humiliations, de l'infantilisation des personnes, du chantage affectif qui peut être fait, des menaces, de l'ignorance, bref, des choses pas très agréables à vivre. Et tu peux aussi avoir des violences verbales, avec des insultes, des moqueries, des critiques, ce genre de choses. Tu peux aussi avoir des violences matérielles, c'est-à-dire ne pas mettre à disposition de la personne du bon matériel ou casser du matériel des personnes. Tu peux également avoir des violences dites économiques, avec des contrôles sur les dépenses, avec du vol éventuellement d'argent qu'il peut y avoir. Des violences dites administratives, on va faire de la rétention de données, d'informations, qui vont empêcher la personne de faire ce qu'elle est censée faire. Des violences coercitives, donc là on va être dans tout ce qui va concerner de l'isolement, de la privation, de la surveillance et de la cybersurveillance. Typiquement des entreprises qui contrôlent le télétravail de leurs employés en s'assurant qu'ils bougent bien leur souris, eh bien ça relève de la violence coercitive. Tu peux aussi avoir malheureusement des agressions sexuelles, ça existe dans le monde du travail plus qu'on ne le croit. Et tu peux avoir également tout le phénomène de la double peine, avec cette inversion de la culpabilité, où la personne est déjà victime, mais en plus elle va se croire coupable, et également toute l'incompréhension qu'il peut y avoir de la part des autres. Mais comment, c'est pas possible, il est pourtant sympa comme collègue, pas dans le monde de l'entreprise quand même, tu vois. Tout ce genre de préjugés qui font que la personne elle va se sentir isolée, et elle va être enfoncée dans son rôle de victime. Et toute cette violence que je te décris, elle peut venir de l'extérieur de l'entreprise comme de l'intérieur. Si jamais tu as envie de devenir un manager toxique, tu peux suivre quelque part l'anti-guide de tout ce que je suis en train de te donner.